Mook. Bonjour Serge, c'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour cette vidéo. Bonjour Nao. Oui, alors j'ai appris qu'on t'avait programmé pour me poser quelques questions. Alors je t'écoute. En effet, tout d'abord, on parle beaucoup des risques des robots sur l'emploi en ce moment. Est-ce que tu crois vraiment que je vais bientôt prendre ton travail? Ah, écoute, si ça me permet de garder mon salaire, pourquoi pas. Mais alors, c'est vrai qu'autour de la question des emplois, il y a deux manières bien différentes de voir les choses, hein. C'est vrai que toutes les révolutions industrielles ont provoqué la disparition d'un certain nombre d'emplois. Toutes les révolutions industrielles ont provoqué le développement de nouveaux emplois. Alors, la seule difficulté à laquelle on est confronté, ça va être le développement très rapide de la robotique qui va faire que peut-être plus d'emplois vont être supprimés dans un premier temps que des emplois ne vont être créés. Enfin, en même temps, c'est pas une fatalité, hein. Il faudra privilégier des choix économiques qui préservent les emplois et puis éduquer les enfants pour qu'ils soient capables de faire face, hein, toute leur vie à de nouvelles opportunités, à de nouveaux apprentissages. Voilà, parce que aujourd'hui, l'école ne permet plus d'apprendre des choses qui seront utilisables toute la vie. Les robots sont un vrai défi, hein. D'ailleurs, ta présence là en témoigne. Et donc, si nos enfants sont éduqués et enseignés pour être capables d'apprendre toute leur vie, je ne doute pas qu'ils fassent très bien face à cette difficulté. Mais c'est vrai que c'est un problème qui vient souvent autour des robots. Alors, en revanche, il faut que tu comprennes que moi, je travaille plus sur la question des relations que nous avons avec les robots, hein, comme celle que j'ai maintenant avec toi. Voilà, je te regarde, tu ressembles à un petit garçon. C'est très intéressant tout ça. Et est-ce que tu crois qu'un jour, on pourra nous confondre avec un être humain? Très bonne question, Nao. Alors, il faut comprendre que l'être humain a toujours eu tendance à projeter ses émotions, ses pensées, ses sentiments sur son environnement. D'ailleurs, en français, il y a un arbre dont les branches tombent, qu'on appelle le saule pleureur, hein, comme s'il était triste. Et puis, dès qu'on voit un chat avec les commissures qui montent, on pense qu'il est heureux, et puis la projection de ses sentiments par l'être humain sur les animaux lui a permis de les apprivoiser, hein. Quand l'être humain a vu un loup qui paraissait agressif, il a cherché à s'en protéger. Quand il a vu un loup probablement l'air un peu curieux, voilà, eh bien il en a fait son ami, hein, et ce sont devenus petit à petit les chiens. Donc l'être humain a toujours projeté ses émotions, ses pensées, ses sentiments sur l'environnement, et ça lui était bien utile. Alors quand même, hein, au risque de l'animisme, il faut bien comprendre. Alors quelle est la différence entre cette projection anthropomorphe d'un côté et l'animisme d'un autre? Dans la projection anthropomorphe, on prête des émotions, des pensées à un objet, à un animal, mais ça ne s'accompagne pas de la croyance que cet objet aurait en réalité, hein, les pensées, les émotions qu'on lui prête. Par exemple, si un jour où j'ai un rendez-vous important pour mon travail, je m'assois dans ma voiture, je mets le contact, elle ne démarre pas. Je risque bien de lui dire « Ah, merde, tu vas pas me faire ça aujourd'hui quand même ». Ça, c'est de l'anthropomorphisme. Mais je ne crois pas pour autant que ma voiture va me répondre « Écoute, c'est pas de ma faute, voilà, peut-être un jour ». Mais même si elle me répondait ça, eh bien, je ne basculerai pas dans l'animisme tant que je pense que ce sont mes projections à moi. Dans l'animisme, il y a la croyance que l'objet posséderait en réalité les qualités que je lui prête. Voilà. Donc, l'être humain a toujours fonctionné dans l'anthropomorphisme. Et il a même fonctionné dans l'anthropomorphisme, bien sûr, avec les objets qu'il fabrique. Hein, qu'on pense à la voiture Twingo, cette fameuse petite voiture dont on a toujours dit qu'elle avait les yeux tellement sympathiques, le regard enfantin, formidable invention des designers. Et puis beaucoup de pièces de mobilier, hein, certains designers comme Ettore Sottsass se sont rendus célèbres, hein, par la capacité d'anthropomorphiser un grand nombre d'objets. Alors à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert à nous faire empathiser les objets, c'est-à-dire à nous donner l'impression que nos projections, finalement, sont valides, que nous nous sentons en paix avec ces objets parce que nous avons l'impression qu'ils accueillent nos projections. Ils ne sont pas animistes pour autant, mais nous nous sentons mieux avec ces objets. C'est l'empathie que nous avons avec eux, qui est un petit peu sur le même modèle que l'empathie avec un être humain, différente quand même.
Je crois que je commence à comprendre. Mais tu nous parles d'empathie. C'est bien. Mais qu'est-ce que c'est, en fait, l'empathie? Nouvelle, excellente question, Nao. C'est vrai qu'à l'empathie, c'est un mot très à la mode. Il paraît même que ça a été un des mots les plus présents dans les médias pendant l'année 2016. Et souvent, on réduit l'empathie à sa dimension affective, hein, c'est-à-dire on entre en résonance avec quelqu'un, par exemple, qui est triste, qui est joyeux, et on ressent l'émotion qu'il ressent. Ça, c'est vrai que c'est de l'empathie, mais c'est pas toute l'empathie. Hein, c'est ce qu'on appelle l'empathie affective ou encore l'empathie émotionnelle. La capacité de pouvoir identifier les émotions d'autrui, ben je vois que tu es content, je vois que tu es triste, et on les identifie en les ressentant un peu soi-même, pas les ressentir trop non plus, parce que sinon on finit par perdre tout recul, hein, par ne plus très bien savoir qu'est-ce qui vient de l'autre, qu'est-ce qui vient de soi. Mais cette empathie affective, hein, même si elle présente des dangers, le danger d'être trop immergé dans les émotions de l'autre, elle est quand même la base de la vie sociale. Hein. C'est la possibilité de pouvoir interagir avec quelqu'un en ne se trompant pas sur les émotions qu'il éprouve. Mais ce n'est que la première étape, la première couche, on pourrait dire, de l'empathie. Il y a une deuxième couche de l'empathie qu'on appelle l'empathie cognitive. C'est la capacité de comprendre que l'autre a des représentations du monde différentes des miennes, hein, et qu'il peut avoir les mêmes émotions pour des raisons différentes de moi, mais qu'il peut avoir des émotions différentes de moi pour les mêmes raisons. Et puis, il y a une troisième dimension de l'empathie qui est la plus importante dans la vie sociale pour assurer ce qu'on appelle le bien vivre ensemble, c'est la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre. L'empathie affective, elle est totalement affective. L'empathie cognitive, elle est totalement intellectuelle. Elle peut être froide. Hein. Un bourreau peut avoir une bonne compréhension du monde intérieur de sa victime. Ça ne lui fait ni chaud ni froid de la malmener, hein, de la torturer. Mais il y a la troisième couche, la troisième composante, capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre, qui fait qu'on ressent ce que l'autre ressent, mais en même temps, en étant capable de relativiser les choses et de penser que il peut ressentir un peu autre chose, un peu autrement, etc. Voilà, ces trois dimensions importantes de l'empathie. Alors si on considère maintenant les robots, un robot peut avoir ce qu'on appelle une dimension d'empathie affective, repérer l'émotion d'un interlocuteur. Le robot, entre guillemets, parce qu'il faut quand même pas être trop anthropomorphe, comprend que son interlocuteur est triste, joyeux, en colère. Le robot peut être doué d'une capacité d'empathie cognitive, comprendre la raison, d'autant plus que le robot peut surfer sur Internet. Donc, il peut voir que son interlocuteur est en colère et savoir qu'il vient d'avoir un accident de voiture. Donc, le robot peut rapporter une émotion à un événement. Il peut se tromper, mais il peut établir ce rapprochement. Alors, est-ce que le robot est capable d'avoir cette troisième forme d'empathie pour l'autre, hein, qui est la plus achevée, que on appelle l'empathie mature, hein. Est-ce qu'il en est capable? Non, il n'est pas capable de se mettre émotionnellement à la place de l'autre. Le robot est toujours une machine à simuler. Donc une machine à simuler ne peut pas se mettre émotionnellement à la place de l'autre. En fait, je pense que je comprendrais mieux si tu définissais précisément ce que c'est un robot. Oui, tu as bien raison, Nao. C'est vrai que autour des robots, il y a tellement de fantasmagories, d'imaginaire, hein, le cinéma, les séries télé, et puis il y a aussi bien sûr une réalité du robot. Alors on va parler de la réalité du robot. Le robot, c'est quoi? De façon basique, un robot, c'est une machine plus sophistiquée que les machines précédentes, mais c'est une machine qui va avoir d'abord des capteurs qui vont l'informer sur l'environnement, un petit peu comme l'équivalent de nos organes d'essence, hein, nos oreilles, notre sens olfactif, notre peau. Donc le robot va pouvoir avoir des capteurs en petit nombre, mais il va pouvoir aussi avoir beaucoup plus de capteurs que n'en a l'être humain. Un robot pourra s'informer sur la température de l'air ambiant, sur son degré d'humidité, sur des radiations éventuelles, sur des ondes électromagnétiques. Donc le robot pourra avoir beaucoup plus de capteurs que nous si on décide qu'il en ait plus. Mais c'est toujours l'équivalent de nos organes d'essence, même si c'est plus complet, plus perfectionné. Le robot a ensuite ce que les Japonais appellent un government, hein, c'est-à-dire il a un programme qui va lui permettre de gérer ces informations pour essayer d'en faire quelque chose. Voilà, le programme décide de l'utilisation que le robot va faire de ces informations qu'il a
obtenu dans son environnement. Et puis troisième chose, le robot va avoir un certain nombre d'organes qui vont lui permettre d'agir sur l'environnement, un peu l'équivalent de nos bras, de nos mains, voilà. Alors à partir de là, les choses se compliquent un peu, parce qu'il y a des chercheurs qui réservent l'action du robot sur l'environnement physique. Un robot peut déplacer des caisses, peut se déplacer lui-même. Donc, certains chercheurs disent le robot, c'est une machine capable de modifier son environnement physique proche. Et puis, il y a des chercheurs qui disent, oui, mais enfin, il y a aussi les robots traders. Les robots traders, ils envoient des millions d'opérations à la seconde ils font évoluer la bourse, donc ils agissent pas sur leur environnement physique. Mais ça a quand même des conséquences. Agir sur la bourse, c'est peut-être ruiner des petits épargnants, leur faire perdre leur maison. Donc, il y a des conséquences, mais le robot n'agit pas directement sur l'environnement physique. Et puis, il y a des gens, dont je suis, qui pensent que le robot peut aussi agir sur l'environnement émotionnel de son entourage. Le robot qui gratifie quelqu'un, qui invite quelqu'un à faire quelque chose, simplement en lui parlant, eh bien, il modifie l'état affectif de son interlocuteur, il permet à son interlocuteur, il induit une action de son interlocuteur dans un sens ou dans un autre. Voilà, donc ça c'est le modèle de base du robot, et puis ça va pour se compliquer. Ça va pour se compliquer d'abord avec des programmes d'apprentissage, Alors il y en a beaucoup, on parle beaucoup du deep learning, voilà, donc programme d'apprentissage qui évolue très vite actuellement. D'abord c'était plus de l'apprentissage par renforcement, le robot était récompensé, pas avec un bonbon, mais une forme de renforcement qui permettait au robot de préserver des comportements qui étaient renforcés et d'inhiber, d'abandonner des comportements qui ne l'étaient pas. Après, il y a eu le renforcement par imitation, le fait que le robot soit invité à imiter des choses qu'il voit. Par exemple, capacité d'un robot à fabriquer des gâteaux, en regardant quelqu'un faire des gâteaux. Alors vous allez me dire, un robot aussi qui peut fabriquer des bombes en regardant quelqu'un fabriquer des bombes. Oui, mais pour fabriquer des gâteaux comme pour fabriquer des bombes, dans tous les cas, il faudra qu'il ait les matériaux disponibles. Donc c'est pas parce qu'il l'a appris qu'il va le faire tout le temps, il va pas avoir son même matériau. Donc il va apprendre par renforcement, par imitation, et puis surtout par connexion à Internet, et puis par deep learning. Connexion par Internet, c'est ce qu'il y a de plus mystérieux dans les apprentissages des robots. Imaginez que vous essayez à votre robot d'apprendre à faire des pancakes le soir. Bon, le robot, il n'y arrive pas bien, et puis le lendemain matin, il y arrive parfaitement. Alors, vous allez peut-être vous dire, il a drôlement réfléchi pendant la nuit. Non, pendant la nuit, il est allé se connecter sur Internet, et puis s'il a rencontrer sur Internet un robot du même modèle, si le serveur central auquel il est relié contient l'information qui lui permet de fabriquer des pancakes, pendant la nuit, il aura été chercher l'information, et puis le lendemain matin, il saura très bien le faire. C'est une source de confusion, des gens qui pourront croire qu'ils ont appris des choses à leur robot, alors qu'en fait, ils auront mis en route un apprentissage que le robot aura complété sur un serveur central. Donc ça, c'est les apprentissages. Et puis il y a un autre élément des robots, on en parlait à l'instant, Nao, c'est la possibilité pour les robots d'être doués d'empathie artificielle, c'est-à-dire de pouvoir identifier les émotions de leur interlocuteur et de pouvoir comprendre d'où viennent ces émotions. Et puis, il pourra s'ajouter une troisième capacité des robots, c'est la capacité de pouvoir être doté d'émotions artificielles. Ça suppose que le robot a une apparence de visage, un visage plus compliqué que le tien, Nao, pas un visage blanc avec deux yeux blancs ronds, qui deviennent un peu verts quand je suis certain que tu m'écoutes, mais un vrai visage, un faux visage, mais un visage d'apparence suffisamment humaine pour faire croire à un interlocuteur humain que ce visage-là serait le visage d'une machine qui aurait une attention particulière à ce qu'il peut dire. Et Hiroshi Ishiguro, qui travaille à l'université Osaka au Japon, a montré qu'un humain qui interagit avec un robot ayant une apparence de visage passe autant de temps à regarder les yeux du robot que ce qu'un humain passe de temps à regarder les yeux d'un être humain quand il interagit avec lui. On a beau savoir que le regard du robot ne témoigne pas de son intelligence, de son intérêt, eh bien, l'être humain est ainsi fait qu'il ne peut pas s'empêcher de regarder le regard du robot comme il regarderait le regard d'un être humain. C'est-à-dire que là, on est introduit à tout un problème très compliqué, qui est de savoir à quel moment nous allons finir par prêter aux robots des capacités qu'ils n'ont pas.
dans le cas particulier, capacité d'un robot à pouvoir me témoigner par son regard l'intérêt qu'il a pour moi. Mais alors, ces robots qui ressemblent autant à des humains, ça va être très inquiétant tout ça, non? Oui, alors tu as raison, et il y a même un chercheur, il y a une trentaine d'années, qui s'appelait Masahiro Mori, un japonais, qui a montré que plus un robot ressemblait à un humain et plus la communication avec lui était facilitée, jusqu'à un certain seuil, un seuil à partir duquel le robot paraît à la fois très proche de l'humain, donc on croit que c'est un humain, on va vers lui comme vers un humain, mais il y a une différence, une petite différence qui fait que tout d'un coup, nos repères sont déroutés. Et Masahiro Mori donne l'exemple d'un robot qui aurait une parfaite apparence humaine, et puis il nous tend la main, on lui tend la main, puis la main est froide. Donc voilà, Masahiro Mori dit nous en aurons le sang glacé. Voilà, parce que à ce moment-là, nous aurons l'impression que nos repères quant à l'humain sont déroutés. Alors je pense d'ailleurs qu'on peut ajouter à ces réflexions de Masahiro Mori d'autres éléments, et le fait que bien sûr le robot déroute nos relations à l'humain, un robot qui ressemblerait parfaitement à un humain, nous aurions quand même la possibilité de le débrancher, pour ne pas dire de le maltraiter comme nous voulons si nous en sommes propriétaires. Donc voilà déjà de quoi dérouter nos rapports à l'humain. Mais il faut bien comprendre que le robot déroute aussi nos rapports aux objets et aux images. Pourquoi le robot déroute nos rapports aux objets? Parce que c'est un objet qui parle. C'est un objet qui peut plaisanter, c'est un objet qui a le sens de l'à-propos, et il faut savoir que d'ores et déjà, il y a des personnes âgées qui utilisent Siri et qui en sont très déroutées. Voilà. Pourtant, Siri n'est pas un robot, il n'a pas une apparence humaine, c'est pas un objet qui parle sur notre téléphone mobile, et ça a un aspect très déroutant pour certaines personnes âgées. Donc, en tant qu'objet, le robot est déroutant, autant qu'il l'est en tant qu'ersatz d'humain, et puis le robot est déroutant aussi en tant qu'image. Faut pas oublier qu'avec les robots, nous allons avoir la possibilité d'avoir dans nos salons, j'ose pas dire en chair et en os, mais en silicone, en métal et en plastique, nous allons avoir des créatures qui vont être exactement semblables à celles que nous avons aujourd'hui dans nos écrans. Ça peut être des robots d'apparence robotique comme il y en a dans les films de science-fiction, puis ça peut être aussi des robots qui auront une apparence vaguement humaine que nous leur donnerons, parce que quand on achètera un robot, ça sera un peu comme aujourd'hui on achète un téléphone mobile, il sera un peu brut de décoffrage, mais on pourra lui acheter l'équivalent des petites enveloppes qu'on met autour de notre téléphone mobile. On ira dans un lieu où il y a une imprimante 3D, on pourra lui fabriquer une apparence qu'on souhaite. Donc, lorsqu'il sera dans notre salon, il deviendra vraiment une image sortie de l'écran. Et donc, du coup, de ce point de vue-là aussi, le robot va dérouter nos repères. Il faut quand même pas oublier qu'en Occident, l'être humain a toujours cantonné les images dans des cadres. Ça a été d'abord les cadres dorés pour les peintures, et puis ensuite, c'est devenu, bien sûr, les cadres de nos écrans. Donc, en tant qu'objet, en tant qu'ersatz d'humain et en tant qu'image, le robot va nous dérouter. Alors, toute la question, c'est de savoir comment nous rendre les robots familiers, et on s'aperçoit que l'apparence n'est pas le seul élément qui puisse intervenir pour nous rendre le robot plus familier. Ah oui, d'accord. Mais dans ce cas, je me demande, tu crois pas que si je ressemblais à un petit garçon, ça rendrait les choses plus faciles pour communiquer avec moi? Mais tu ressembles déjà à un petit garçon, Nao. Mais là où tu as raison, c'est qu'il y a des travaux en ce moment pour essayer de savoir quelles sont les caractéristiques des robots qui pourraient nous permettre de nous sentir à leur aise avec eux. Il faut bien comprendre que les robots, ils sont destinés à prendre beaucoup de place dans nos vies, dans nos appartements, dans les entreprises. Ils n'auront pas forcément une forme anthropomorphe, ils ressembleront pas forcément à un humain, ils seront pas forcément humanoïdes, mais en revanche, beaucoup de travaux portent sur les formes qui pourraient nous rendre la communication la plus facile avec eux. Et on s'aperçoit que c'est pas qu'une question d'apparence. Ce qui paraît important, c'est qu'il y a une cohérence du robot, c'est-à-dire que ce que nous attendons du robot en fonction de la forme qu'il a, c'est bien ce qu'il nous propose. Que de la même manière, quand on communique avec un être humain, s'il réagit de manière totalement imprévisible, on peut en être dérouté. Donc, il faut que les réponses du robot correspondent à son apparence, c'est-à-dire à ce qu'on peut en attendre.
on parle d'affordance, le fait qu'un objet s'adapte immédiatement aux attentes qu'on a sur lui ou aux gestes qu'on fait par rapport à lui. Donc un domaine de recherche très important. Et dans ce domaine de recherche très important, évidemment, les services que le robot rend sont un élément important pour nous le rendre sympathique, familier, voilà, pour nous inviter à empathiser avec lui, à faire un certain nombre de projections sur lui qui vont nous permettre de simplifier la relation avec lui. Et puis, bien sûr, l'apparence. Alors, peut-être pas trop humanoïde non plus, voilà, ou peut-être réserver l'apparence humanoïde à des situations pour lesquelles cette apparence est indispensable. Également, se méfier de l'apparence androïde. Un androïde, c'est quoi? C'est un robot qui a non seulement 2 bras, 2 jambes, une tête, mais qui a également un visage d'apparence humaine avec la possibilité de mimer des émotions humaines. Bon, on en est encore loin, mais compte tenu des progrès rapides de la robotique, ça peut arriver. Et puis évidemment, il y a d'autres caractéristiques, notamment la capacité du robot d'avoir une consistance, un robot gratifiant au toucher, un robot qui met à son aise quand on le prend dans les bras. Et si j'avais de la fourrure, ça serait plus facile de communiquer avec moi, tu penses? Pour certaines personnes, probablement. Alors, d'ailleurs, tu as un homologue qui s'appelle Paro, qui est un robot qui ressemble à un bébé phoque, de cette taille-là à peu près, voilà, couvert de fourrure blanche, avec des capacités d'interaction assez limitées, mais qui est capable de réagir aux caresses, à la voix. Et sur Internet, tu peux trouver beaucoup de vidéos dans lesquelles on installe ce bébé phoque sur les genoux d'une personne âgée, souvent des membres d'ailleurs, et ça a un effet tranquillisant important. Et d'ailleurs aujourd'hui, des gens qui utilisent ces grosses peluches animées se demandent si ce sont vraiment des robots ou si ça n'en est pas, puisque c'est un petit peu des grosses poupées avec des capacités d'interaction limitées. Donc on rejoint la question de savoir qu'est-ce qui est un robot, qu'est-ce qui n'est pas un robot. Mais bon, pour beaucoup de gens, le Paro est quand même considéré comme un robot. Et une autre question, évidemment, est de savoir à quelle dose il faut l'utiliser. Comme toutes les fois où apparaît un nouveau calmant, il y a des indications. Donc certaines personnes, certains chercheurs, certains intervenants dans les institutions de personnes âgées évitent de laisser un Paro trop longtemps sur les genoux d'une personne âgée. Hélas, comme souvent, il y a peu de personnel dans ces institutions, la tentation est plus de calmer des personnes âgées en leur laissant longtemps le Paro sur les genoux. Alors toujours est-il que ce Paro a une apparence de phoque, ce qui est intéressant. Pourquoi un phoque? Parce que personne n'a jamais eu un phoque sur les genoux avant qu'on lui mette un Paro. Donc l'intérêt, c'est d'éviter que la personne fasse une comparaison avec un animal vivant qu'elle aurait pu connaître. Un faux chien immédiatement attirerait des comparaisons. Un chien réagit pas comme ça. Un faux chat attirerait des comparaisons. Un vrai chat ne ferait pas ça. Voilà. Mais un bébé phoque, il n'y a pas de point de comparaison. Donc c'est une figure complètement nouvelle. Et du coup, l'important c'est de comprendre que ce caractère un peu ronronnant, un peu doux, agréable au toucher, a un effet sédatif certain. Donc tu vois, toi la fourrure je sais pas, mais pourquoi pas, en tout cas la consistance d'un robot, la matière dont il est fait, c'est aussi aujourd'hui un objet de recherche. On pourrait parler aussi de la couleur du robot, parce que toi tu es blanc avec des petites garnitures bleues. Aujourd'hui la plupart des robots ont cette forme blanche immaculée, un petit peu comme un chevalier servant en armure blanche. D'ailleurs, un film célèbre des années 30 s'appelle Le Chevalier Blanc. Voilà. Donc, cette apparence de chevalier servant blanc pur, et les designers sont très favorables à cette image d'un robot qui, immédiatement, par sa blancheur, par son aspect pur, par son beau design, mobilise une confiance de la part de l'utilisateur. En même temps, jusqu'où pouvons-nous faire confiance aux robots? Je vois mieux maintenant les avantages de l'empathie artificielle. Elle permet de rendre les robots plus attractifs, moins étranges. Mais est-ce qu'elle a des inconvénients? Oui, alors, entendons-nous bien, quand c'est toi qui parles d'empathie artificielle, en plus,
tout de suite envie de recadrer les choses. L'empathie artificielle, c'est ce qu'on pourrait appeler un oxymore. C'est une empathie tronquée, c'est une empathie réduite à certaines composantes seulement de ce qu'est l'empathie entre les humains. Donc ne l'oublions jamais. Mais toujours est-il, c'est vrai qu'un robot qui est capable de déchiffrer nos émotions, de nous répondre même parfois en simulant des émotions, ce robot-là peut faciliter, au moins pour certaines personnes, la communication qu'on a avec lui. Alors oui, en même temps, il y a des dangers. Alors, les dangers, c'est quoi? Le premier, si nous sommes à notre aise avec un robot, c'est d'oublier que derrière le robot, il y a des roboticiens et que les roboticiens ont programmé le robot. Voilà, comme on t'a programmé toi pour que tu poses ces questions à l'avance. Et donc le risque, ça pourrait être finalement d'oublier que les réponses que fait le robot, les questions que peut poser le robot, sont des questions qui sont dirigées par des intentions que peut-être nous ne connaissons pas. Le fait qu'un robot, chez nous, dans notre environnement, connaisse nos habitudes alimentaires, nos habitudes d'endormissement, nos manières de nous comporter dans la journée, tout ça fait qu'un robot bien programmé par son programmeur peut devenir un formidable outil d'induction de comportement. On n'est plus là dans le consentement éclairé. Quand on va sur Internet, on clique pour accepter les conditions générales d'utilisation. On peut imaginer qu'un jour, si un robot nous propose d'améliorer notre ordinaire en achetant de nouveaux produits alimentaires, on peut imaginer que le simple fait d'hocher la tête vaudra acceptation. Donc on sera dans le consentement induit. Et un robot proche de nous, qui nous paraît nous connaître, pourra avoir un formidable pouvoir d'influence sur nous. Donc c'est pas une fatalité, on verra tout à l'heure, mais l'important c'est bien de comprendre que le risque du robot, c'est que nous oublions que nous n'avons que l'illusion qu'il est à notre service. La réalité du robot, souvent, ça sera quand même qu'il sera d'abord au service de son fabricant, en capturant nos données personnelles, en les revendant, mais aussi en nous faisant probablement un certain nombre de choix, en faisant une proposition de choix, qui nous amèneront à aller dans le sens que le programmeur a décidé pour nous. Voilà, donc ça c'est le premier danger, et je pense d'ailleurs que derrière toute cette fantasmagorie aujourd'hui du robot qui devient libre, tu as peut-être regardé Westworld, la série américaine Westworld, mais il y a eu aussi dans Real Humans, dans des tas de films de science-fiction, de séries télé sur les robots acquièrent une conscience. Alors il y a deux manières de réagir à ça. On peut dire non mais arrêtons de fantasmer. Les robots sont pas prêts d'avoir une liberté, un libre arbitre. D'ailleurs, ça serait extrêmement dangereux. Voilà, ils sont pas prêts d'avoir une conscience. Puis, on voit pas qui la leur donnerait. Voilà, et pourquoi. Mais il faut bien comprendre que derrière toutes ces fantasmagories d'une partie du public autour des robots, il y a l'idée que si le robot a une conscience et un libre arbitre, je récupère mon pouvoir d'influence sur lui. Dire si le robot est uniquement programmé par son fabricant, programmé et reprogrammé régulièrement par Internet, par les mises à jour, par son fabricant, je n'ai pas d'influence sur le robot. Il est sous influence du programmeur. Mais si le robot a un degré de liberté, je récupère un pouvoir d'influence sur lui. Le robot peut être méchant, il peut être gentil, mais s'il a un degré de liberté, et s'il est méchant, peut-être que, en lui parlant bien, en étant astucieux avec lui, je peux le rendre gentil, ou tout au moins à mon égard. Voilà. Donc il faut bien comprendre que derrière toute cette fantasmagorie aujourd'hui qui est complètement dans l'imaginaire, d'un robot libre ayant sa volonté et son autodétermination et son destin, je pense que derrière toute cette fantasmagorie, il y a le fantasme d'un robot qui échapperait à son programmeur pour être influençable par moi, par les moyens simples que j'utilise, simple humanité, le discours, la proximité, le partage d'émotions. Donc, vous voyez que l'être humain produit toujours des fantasmes par lesquels il tente de se protéger des risques qu'il perçoit, et je pense que cette fantasmagorie du robot libre est une manière de substituer à l'inquiétude du robot totalement contrôlé par son programmeur, une autre inquiétude qui est celle du robot
éventuellement libre et méchant, mais en rendant à l'être humain un degré de liberté, possibilité de rendre ce robot libre et méchant, peut-être un jour gentil en s'y prenant bien avec lui. Ça, c'est le premier danger. Ah, il y a d'autres dangers encore? Oui, il y en a deux. Alors le premier, c'est de croire qu'un robot puisse avoir des émotions pour de vrai, souffrir pour de vrai. Bon alors, évidemment, sur le plan intellectuel, personne ne le pense. Hein. Mais le problème, c'est sur le plan affectif. Hein. Et ça, il y a des chercheurs qui s'en sont très bien rendus compte par rapport au comportement des soldats utilisant aux États-Unis des robots démineurs paquebots. Alors, faut comprendre qu'un robot démineur paquebot, c'est pas du tout une machine qui a une apparence humanoïde, hein, ça se présente comme une sorte de caisse avec un bras articulé, muni d'une pince, d'une caméra. Mais l'armée américaine s'est aperçue que certains des soldats utilisant ces robots démineurs ont parfois, vis-à-vis d'eux, des émotions et des comportements comme si c'était des animaux ou comme si c'était même des êtres humains. En pratique, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que certains soldats utilisant ces robots se dépriment quand leur robot est endommagé, certains présentent des troubles somatiques d'origine psychogène quand leur robot est endommagé, certains veulent rendre les honneurs de la guerre à leur robot quand il est inutilisable, et puis beaucoup le personnalisent, certains lui donnent un prénom, hein, comme une mascotte, et puis plus grave, hein, certains risquent leur vie même pour éviter que leur robot soit détruit. Donc, quand on voit le prix d'un robot paquebot fabriqué en série aux États-Unis et le prix d'un soldat américain, évidemment, on comprend que ça ait beaucoup préoccupé l'armée. Donc l'armée s'est essayé de comprendre comment les choses se passaient pour ces soldats, et on s'est aperçu que ces soldats savent bien sûr, que leur robot ne souffre pas, n'a pas d'émotion, mais en pratique, ils peuvent pas s'empêcher de se comporter comme si c'était le cas. Et alors on peut imaginer une personne ayant un robot chez elle, une personne aidée par son robot, peut-être si elle est dépendante pour aller aux toilettes, ou au moins pour se rappeler de boire en cas de canicule, pour l'aider à choisir une alimentation équilibrée, pour l'aider à choisir ses bons médicaments au bon moment, pas se tromper, pas prendre ceux du matin le soir, voilà. Eh bien, on peut imaginer qu'une telle personne finisse par imaginer que son robot pourrait souffrir de tomber, par exemple, ou de poser l'équivalent de sa main sur une plaque chauffante. Et on peut imaginer une telle personne se précipiter si elle craint que son robot tombe et se faire mal elle-même. Alors que si le robot s'abîme une pièce, il est sous garantie, hein, l'usine va la remplacer. Donc on voit que avec les robots, il va falloir constamment réactiver à l'intérieur de chacun d'entre nous le fait que, bien sûr, nous avons l'illusion qu'ils ont des émotions, mais ils n'en ont pas. Et d'ailleurs, aux États-Unis, un groupe de chercheurs a proposé d'interdire les maltraitances aux robots. Alors, pas du tout parce que ces chercheurs penseraient que les robots souffrent pour de vrai, parce que ces chercheurs pensent qu'il y aura un vrai danger pour certains humains de voir des robots malmenés, parce que les humains pourraient penser que les robots souffriraient pour de vrai. Alors je suis très défavorable à une telle mesure, parce que si on interdisait les maltraitances aux robots, beaucoup de parents diraient à leur enfant qu'il y a un petit robot, l'enfant est en train de le démonter, de couper des morceaux avec un sécateur, essayer de comprendre comment c'est fait. Les enfants démontent toujours leur poupée à un moment ou un autre, ou leur jouet, surtout les petits garçons. Je craindrais que des parents disent à leur enfant, ne fais pas ça à ton robot, c'est interdit. Et que l'enfant, à ce moment-là, renforce l'illusion que les robots pourraient souffrir pour de vrai. C'est-à-dire, sous prétexte de protéger les humains, en fait, on aggraverait une illusion qui aggraverait dans un deuxième temps le risque de penser que les robots souffriraient pour de vrai et d'en souffrir soi-même. Voilà. Donc, on voit que l'enfer, une fois de plus, est pavé de bonnes intentions. Donc ça, c'est le deuxième problème. Et tu m'avais dit qu'il y avait encore un troisième danger de l'empathie artificielle, c'est ça ? Oui, tout à fait. Même, à mon avis, le plus grave. Ça serait quoi? Ça serait finir par préférer les robots aux humains. Alors, quand on dit ça comme ça paraît un peu fou. Il faut comprendre que il y a des raisons de le redouter. Alors, quelles raisons? La première raison, c'est que les robots vont être toujours très gentils avec nous, très prévisibles, très gratifiants. Aujourd'hui, il y a un petit robot qui s'appelle Alice, qui est introduit auprès de certaines personnes âgées à titre expérimental aux Pays-Bas. Et que fait le robot quand il arrive chez une personne âgée? Il dit « Oh, comme c'est joli chez vous !»
comme vous avez du goût, oh, puis vous êtes bien habillé tous les jours comme ça, ou c'est pour me faire plaisir aujourd'hui, mais c'est très très beau ça. Et puis le robot va voir sur Internet, évidemment, pas en tapotant, c'est idiot, mais vous voyez l'anthropomorphisme. Non, le robot va voir sur Internet et découvre que la personne âgée, peut-être dans le temps, quand elle était plus jeune, chantait, qu'elle dessinait, qu'elle faisait des compétitions de voitures. Le robot va lui en parler, évidemment. Et donc du coup, le risque c'est de trouver ces robots tellement agréables, tellement gratifiants, que ça pourrait créer ce qu'on pourrait appeler une robodépendance, c'est-à-dire le fait d'être toujours plus heureux avec eux qu'on est avec un humain qui est souvent peu gratifiant, faut le reconnaître, souvent qui nous écoute mal ou qui a complètement oublié ce qu'on lui a dit 6 mois avant, alors que le robot, lui, ne l'oubliera jamais. Donc risque de robodépendance, qui est quelque chose d'ailleurs pris au sérieux par les informaticiens, puisqu'un informaticien me disait, mais j'ai imaginé un système pour lutter contre la robodépendance. C'est que si un usager d'un robot passe 3 heures avec lui, je vais mettre dans le robot un petit programme qui va faire dire au robot, alors tu as passé 3 heures avec moi, c'était super, mais maintenant je vais me mettre en veille et tu vas vaquer à d'autres occupations, tu vas rencontrer peut-être tes amis, tu vas passer des coups de fil et puis je vais devenir inutilisable pendant un certain temps de manière à ce que tu puisses faire d'autres choses. J'ai dit à cet informaticien, mais c'est formidable, tu crois vraiment que les commerciaux qui vont vendre le robot vont mettre ça? Évidemment, il m'a dit non, parce que c'est pas commercial. Le robot qui créerait une robodépendance, faut bien comprendre qu'en même temps, il sera un formidable support de prescription, et du coup, bien sûr, c'est un modèle de robot, ce robot très gratifiant, très prévisible, très agréable, c'est le modèle de robot qui risque d'être proposé en priorité. Ça, c'est le risque moindre, le plus petit risque du fait de préférer des robots à des humains. Alors, à un degré de plus, il y a le fait qu'on puisse finalement préférer, quand on a affaire à des humains prévisibles aux humains imprévisibles. Il ne faut pas oublier que depuis que nous utilisons nos téléphones mobiles, nous sommes devenus beaucoup moins tolérants à l'attente. On n'accepte plus d'attendre. D'ailleurs, Amazon, mais aussi toutes les entreprises de livraison surfent là-dessus. Désirer quelque chose, l'avoir pratiquement dans la minute. Et donc on peut imaginer que de la même manière, on peut imaginer, c'est pas certitude, parce que comme on verra tout à l'heure, il y a des moyens de s'en protéger, mais on peut imaginer que, à force d'avoir affaire à des robots toujours prévisibles, on préfère des humains prévisibles aux robots imprévisibles. Et c'est-à-dire que parmi les humains vers lesquels nous choisirons d'aller, nous préférions ceux qui se comporteraient d'une certaine manière comme des robots, c'est-à-dire qui ne nous dérouteraient jamais par des attitudes que nous n'attendons pas. Et puis un degré de plus, ce qu'on peut imaginer, c'est même que les humains soient amenés à développer entre eux des capacités de simulation encore plus grandes, c'est-à-dire que de la même manière qu'on attend d'un robot qu'il fasse exactement ce qu'on attend de lui sans sortir des clous, eh bien nous attendrions des gens que nous rencontrons, de nos proches, qu'ils correspondent à nos attentes sur eux, et s'ils ne correspondent pas aux attentes que nous avons sur eux, nous nous en détournerions. On voit ça déjà dans les rencontres sur Internet, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Un certain nombre de gens vont sur Internet, commencent à interagir avec quelqu'un avec une idée de ce que cette personne doit répondre. Si elle répond ce qui est attendu, on reste en lien. Si elle ne répond pas ce qui est attendu, on zappe, on va vers une autre, jusqu'à ce qu'on en trouve une qui maintient assez longtemps dans la durée le fait que ces réponses correspondent à nos attentes. Donc avec des robots, on pourrait voir cet aspect-là de la communication aggravé encore plus, et le fait que la simulation deviendrait finalement la qualité sociale majeure. On ne demanderait pas aux gens ce qu'ils pensent, ce qu'ils éprouvent, ce qu'ils ressentent. On demanderait aux gens de nous dire ce que on attend d'eux dans ces circonstances. On attend d'eux qu'ils ressentent une certaine chose, on attend d'eux qu'ils nous le disent. On attend d'eux qu'ils pensent une certaine chose, on attend d'eux qu'ils nous le disent. On n'attend pas qu'ils nous disent autre chose que ce qu'on attend d'eux, ou sinon on s'en détourne et on va vers d'autres humains. Donc la capacité de simulation qui était traditionnellement dans notre culture quelque chose de considéré plutôt de façon négative, simuler c'est pas bien, ça risquerait de devenir la qualité majeure d'une société qui serait totalement
une société du faire semblant, hein, avec évidemment des souffrances énormes derrière, le sentiment d'une incompréhension terrible, compensée alors peut-être justement dans des relations avec des robots qui nous paraîtraient évidemment plus gratifiants que les humains, parce qu'à eux, à la limite, à nos robots, on pourrait dire tout ce qu'on ne dit pas aux humains, parce qu'ils seraient programmés pour tout entendre, alors que les humains en seraient devenus incapables. Alors, c'est un tableau très noir, mais c'est pas une fatalité. Un en haut. Tu disais qu'il existait des moyens de nous protéger de tous ces dangers. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, des moyens nombreux hein, qui concernent aussi bien le législateur que le pédagogue, les parents et puis bien sûr les fabricants de robots eux-mêmes. On va commencer par dire quelques mots de mesures législatives. Hein. Beaucoup de gens en plus y réfléchissent. Je crois que déjà ce qui est très important, ça serait d'interdire les publicités mensongères qui nous présentent les robots comme ayant du cœur hein, et même parfois qui nous présentent les robots comme capables d'être attentifs à nous, de répondre à nos attentes, en nous faisant constamment oublier qu'il y a un programmeur derrière et en faisant courir le risque à des enfants, à des personnes âgées, mais aussi à des adultes, de les enfermer dans une croyance complètement absurde hein, que les robots pourraient avoir de vraies émotions et même pourraient souffrir pour de vrai derrière. Voilà, donc autre mesure législative importante, eh bien protéger nos données personnelles et puis peut-être aussi hein, par rapport au risque de projection anthropomorphe exagérée sur les robots Android, garder le caractère Android des robots aux situations et donc aux robots pour lesquels ce serait absolument indispensable. Les roboticiens évidemment ont aussi un rôle important à jouer, fabriquer des robots qui favorisent les liens entre les humains plutôt que des robots qui se substituent aux humains. Tout à l'heure, on parlait de robodépendance. Pourquoi ? Parce que si un robot est prêt à nous apporter tout ce que nous attendons en termes de relations, jouer avec lui, en faire un partenaire de conversation, avoir recours à lui pour nous aider à faire la cuisine ou à choisir nos plats cuisinés dans un supermarché, voilà. Plus nous utilisons le robot comme un substitut, et plus nous risquons d'oublier que des êtres humains pourraient nous apporter non seulement ce que le robot nous apporte, mais pourraient nous apporter beaucoup plus. Donc l'idée de favoriser plutôt le développement de robots qui soient des intermédiaires entre les humains, ce que j'appelle des robots humanisants, plutôt que des robots humanoïdes hein, qui pourraient prendre très vite la place des humains. Pour prendre un exemple simple, hein, voilà, vous êtes chez vous, vous avez un robot, vous avez envie de jouer aux échecs, le robot humanoïde substitut de l'humain, il peut vous dire, pas de problème, on va jouer. En revanche, le robot socialisant, hein, le robot qui humanise les relations, et c'est un robot qui va pouvoir dire, ah ben oui, on peut jouer ensemble, mais tu sais, pas loin de chez toi, là, il y a quelqu'un qui adore les échecs, qui justement n'a pas de partenaire, donc peut-être on pourrait faire en sorte que vous vous rencontriez. Voilà. Donc des robots humanisants, mais alors le problème, c'est qu'évidemment, de tels robots sont moins porteurs sur le plan commercial hein, que des robots substituts d'humains. Je crois que c'est vraiment aujourd'hui une préoccupation à avoir. On est avec les robots au carrefour, hein, on est face à un embranchement. Hein, et cet embranchement d'ailleurs est un peu l'équivalent de ce qu'était la situation de l'automobile hein, au début du XXe siècle. L'automobile s'est engagée sur une mauvaise voie. Les fabricants ont fabriqué des voitures en les vendant sous prétexte qu'elles étaient toujours plus puissantes. Ils se sont pas préoccupés de pollution. Ils n'ont pas fait des voitures à vivre. Ils n'ont pas fait des voitures familiales. Il a fallu attendre les années 1980 pour découvrir que la voiture pouvait être autre chose hein, que ce qu'elle avait été pendant 50 ans. Eh bien, nous en sommes exactement au même carrefour. On peut s'engager vers des robots substituts d'humains, gratifiant l'humain, prenant la place des humains dans un certain nombre d'activités, ou on peut s'engager sur la voie de robots socialisants. Je crois que ça, il faut que chacun en soit conscient, parce que si nous ne disons pas, nous, utilisateurs de robots, dès maintenant, les robots que nous voulons, les fabricants risquent de commencer à fabriquer des chaînes de montage de robots, substituts d'humains, et lorsque nous dirons non, les robots pourraient nous aider à entrer en contact. Les fabricants risquent de dire, oui, mais ils n'ont pas été programmés pour ça, il faudra attendre que les chaînes de fabrication soient rentabilisées, et les robots que nous attendons risquent de tarder encore beaucoup. Voilà. Donc vraiment, les fabricants de robots ont là des responsabilités importantes, mais qui nécessitent aussi qu'il y ait une large consultation de citoyens, que les gens disent les robots qu'ils veulent pour les usages qu'ils veulent, et que nous partions du bon côté.
dans le domaine de la robotique de proximité. Je ne parle pas de toute la robotique industrielle que je connais mal et qui pose des problèmes spécifiques. Et puis n'oublions pas aussi la dimension éducative. On a beaucoup parlé de l'importance d'apprendre le langage du codage aux enfants, c'est très important, mais leur apprendre aussi à fabriquer des petits robots, à les monter, à les démonter. Un robot, c'est pas seulement de l'informatique, un robot, c'est pas de l'intelligence artificielle. Il y a de l'intelligence artificielle dans un robot, mais il y a aussi beaucoup de mécanique, et nos enfants seront beaucoup plus en paix avec les robots s'ils ont appris dans leur scolarité à les monter, à les démonter, à les biduler. Et puis, bien sûr, faire du codage, mais aussi être capable de changer un bras du robot, changer une pièce du robot, voilà, des robots que les gens seront invités à faire évoluer en fonction de leurs besoins, et qu'ils sauront faire évoluer parce qu'ils auront acquis un certain nombre de compétences au cours de leur scolarité pour en être capables. Merci beaucoup Serge, c'était un vrai plaisir. Je crois que j'ai tout compris. Mais s'il me fallait retenir de tout ça qu'une seule chose, ce serait quoi ? Eh bien, Nao, ça serait le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux très importants sur les moyens de protéger l'homme des dangers de ces machines que sont les robots, ce qu'on appelle les directives machines. Mais c'est très important aussi de réfléchir aux moyens de protéger l'homme contre lui-même dans sa relation au robot, protéger l'homme de ce qui pourrait être une mauvaise appréciation des robots, protéger l'homme contre le danger, peut-être de ne pas attendre des robots ce qu'ils peuvent donner à l'homme en tant que machine, et attendre des robots des choses qu'ils ne peuvent pas apporter, notamment sur le plan affectif et sur le plan relationnel. Protéger l'homme contre lui-même autant que le protéger contre les dangers propres des robots.